présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J! Mesdames et messieurs, bon matin, bon dimanche. Nous sommes le 1er septembre et bienvenue au Geek Contre-Attaque. Quel meilleur moyen de commencer le mois qu'avec des geeks? Oui, malheureusement, notre toune d'entrée vous a menti, chers auditeurs. Ce matin, Simon et Eric n'ont pas pu se joindre à nous. Mon nom est Laurent Maheu, je serai votre animateur, ainsi que Mikey à la mise en onde qui m'accompagnera ce matin. Ah, puis j'ai quelques petites nuggets d'informations à donner à tout le monde qui nous écoute aussi. Bien sûr. Ben oui. Mais tout d'abord, Laurent, comme le veut la tradition des Geeks Contre-Attaque, allons voir ce qui s'est passé dans l'actualité geek de cette semaine. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Laurent Maheu! Merci Mikey pour cette belle introduction. Fait live. Alors, cette semaine, pas grande nouvelle. Il semblerait qu'à la fin du mois d'août, ça soit plus tranquille au niveau techno-geek. Mais il y a quand même quelques nouvelles. Mikey, on dirait que ces nouvelles-là me cherchent. Il me semble qu'à chaque fois que je viens faire des geektualités, je parle des voitures qui se conduisent seules. Cette fois-ci, j'ai pas eu à chercher bien loin pour en parler parce que même dans le soleil d'aujourd'hui, on en parle. Alors, je vous en parle depuis quelques temps. Les voitures qui se conduisent tout seules, principalement Google qui fait ça. Il y a des voitures qui vont se stationner seules. Mais maintenant, on commence à nous dire que si on fait pas attention, d'ici 4 ans, les voitures vont être sur nos routes et on n'aura pas les lois pour les gérer. Ben non, c'est ça va trop vite côté législatif. Là. Mais en fait, c'est l'inverse, ça va trop lent côté législatif. Ça va trop vite côté science. Mais bref, oui, c'est ça. Parce que ce qu'il faut comprendre de cette situation-là, c'est que présentement, j'ai des petits chiffres. Google a fait des tests avec une dizaine de voitures contrôlées par des ordinateurs et ils ont à peu près 500 000 kilomètres conduits sans accident. OK. Alors ça, c'est déjà un très bon test. Maintenant, l'idée, ça serait de pouvoir rendre ça à la population et que les gens puissent se déplacer. Mais imaginons la chose suivante. T'es en état d'ébriété, tu décides de prendre ta voiture intelligente pour qu'elle te reconduise chez vous. Ça semble être une décision très sage. Oui. Parce que tu conduis pas, t'as une voiture, parfait pour tout le monde. Mais si jamais quelqu'un d'autre qui n'a pas une voiture intelligente te rentre dedans, est-ce que tu es responsable? Maintenant, les gens je crois que c'est du Québec ou du Canada qui doivent se poser la question. Je pense que c'est fédéral, les voitures, de se poser la question. Est-ce qu'un enfant pourrait embarquer dans une voiture intelligente seul? Est-ce qu'il pourrait, mettons, le père, le matin, programme la garderie? Est-ce que la voiture pourrait y aller? Ben, d'après moi, aussitôt qu'il y a une faute, ben, c'est sûr que là, c'est les autres automobilistes qui sont le facteur humain qui est le plus problématique. Mais dans l'optique où il y aurait une malfonction de la voiture intelligente elle-même, d'après moi, ça reviendrait au propriétaire de la voiture et non à la compagnie, parce que la compagnie a déjà fait ses preuves, là. Non, c'est ça. Mais l'idée, probablement, ce qu'ils vont faire, selon les premiers pour parler, ça va être la chose la moins dérangeante. Donc, il va probablement devoir y avoir un conducteur avec permis qui n'est pas en état d'ébriété ou en train de consommer autre matière illicite au cas où la conduite est un problème. Évidemment, ce type de problème-là n'a jamais existé, mais ça réglerait un peu le mi-chemin. C'est sûr que quelqu'un doit avoir son permis, c'est sûr qu'il ne devrait pas être sous. Donc, on a tous les avantages de la voiture sans aucun avantage pour le conducteur. Mais jusqu'à temps que toutes les voitures soient intelligentes, à ce moment-là, ça va changer la donne pas mal. Là. Oui, mais ça, on parle peut-être d'ici 15, 20, 30, 50 ans. Alors, mais ça s'en vient sur nos routes peut-être d'ici 4 ans, mais ça sera probablement pas aussi pratique qu'on le souhaiterait pour conduire notre grand-mère à l'aéroport ou notre enfant à la garderie tout en restant chez nous. Ça changera rien pour moi, j'ai pas de permis, je pourrais pas l'utiliser pendant tout. Bon, on sait pas, peut-être qu'éventuellement. Ben oui. Autre nouvelle fort intéressante qui expliquerait plusieurs choses, en particulier sur notre collègue absent aujourd'hui, Simon Boucher. Hein? Il semblerait que nous soyons tous descendants des Martiens.
T'es pas sérieux. Ou plutôt descendant de Mars. Formulons ça un peu plus honnête. Il semblerait que la vie sur Terre ait été causée par un catalyste qui serait venu d'une roche provenant de Mars. Donc, ils ont découvert que une des pierres, là, je vais essayer de retrouver le molybdénum, oui, Okay. qui a été un des catalystes pour former la vie, les premières réactions. C'est un élément qu'on retrouve en quantité sur Mars, mais très peu, voire pas, sur Terre. Donc, la théorie présentement serait que ce qui a causé la vie à commencer sur Terre, ça aurait été un morceau de Mars, ce qui ferait de nous tous hypothétiquement des descendants biologiques de Mars. Très indirectement, mais tout de même. Oui, mais je dirais ça rajoute une petite nuance. Je sais qu'il y a des théories sur la vie sur Terre qui s'appellent les ingénieurs, qui ont été repris dans le film Prometheus. L'idée qu'on a été créé, ou du moins que le potentiel génétique a été lancé sur Terre, soit artificiellement venant d'une autre planète qui aurait pu exploser n'importe quoi, ou d'extraterrestres qui auraient pu venir déposer la vie. Mais là, on a quelque chose de plus concret. Ça aurait été ça, mais de manière informelle, où est-ce que possiblement un morceau de Mars est tombé sur Terre, puis ça a fait tu sais, c'est comme mettre du vinaigre dans ta petite vache. C'est juste ça qui a commencé. Évidemment, comme toute autre théorie sur l'origine de la vie, c'est très controversé, mais dû à la rareté de l'élément que je ne reprononcerai pas parce que j'ai la difficulté, sur Terre et la façon dont il y en a partout sur Mars, ça semble indiquer que ça serait peut-être la source. Non seulement il y a ce composant-là sur Mars, mais il y a aussi de l'eau, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises dans tous les médias, donc c'est vraiment rendu monnaie courante. Donc ça, plus de l'eau, fait en sorte que, oui, il y a vraiment eu de la vie sur Mars et il y en a peut-être encore. Évidemment, pour tous les gens à la maison qui nous écoutent, lorsqu'on parle de vie, on ne parle pas d'humanoïdes ou d'extraterrestres en tant que tel. Ça peut être simplement des bactéries, des virus ou des choses qui peut-être qui sont restées gelées dans la glace martienne. Mais évidemment, ce n'est pas là d'ici à ce qu'on rencontre des Martiens. Non, c'est ça, parce que Simon Boucher est déménagé récemment de là, donc il y en a plus d'humanoïdes sur Mars. C'était le dernier. Alors, petite nouvelle sur les jeux vidéo en théorie. Il y a quelques semaines, il y a un jeune qui a tiré sur un policier aux États-Unis et il avait joué à Grand Theft Auto. Donc, évidemment, Grand Theft Auto avait appris aux jeunes à tirer sur un policier. J'ai vu sur Internet quelqu'un qui se moquait, qui avait joué à Surgeon Simulator 2012, le jeu où on joue un chirurgien, puis il a dit, si jouer à Grand Theft, ça fait de moi un meurtrier, alors jouer à ce jeu-là fait de moi un chirurgien. Mais ils ont fait des tests. Ils se sont posés la question, puis ils ont pris 377 jeunes avec des troubles de l'attention, du déficit du trouble de l'attention, okay, et des symptômes dépressifs. Donc des jeunes qui sont habituellement attribués à commettre ce type de crime-là. Ils ont fait jouer à des jeux plus agressifs, et ils ont remarqué que plus les jeunes jouaient, moins ils avaient de tendances agressives. Donc, ces jeunes-là, habituellement, qui sont responsables du bullying, le taxage, des choses comme ça. L'intimidation. Non pas les victimes, mais ceux qui causent. Oui. Ils se rendent compte que ce type de comportement-là était diminué. Donc, c'est comme si avoir un exutoire dans les jeux vidéo violents faisait diminuer le niveau de violence personnellement. Ben, c'est logique parce que si on regarde historiquement parlant, l'être humain a toujours eu à être violent jusqu'à l'arrivée de l'ère moderne pour survivre, c'est-à-dire pour chasser, pour se défendre contre les autres hordes. Et maintenant qu'il est confortablement assis sur son derrière à gagner de l'argent pour l'homme d'en haut, je parle pas de religion mais de gouvernement ici, ben c'est ça, on a encore cette propension-là à la violence. Et faut s'en débarrasser jusqu'à temps que les gènes ne soient plus là. Et les jeux vidéo est, d'après moi, le meilleur moyen pour le faire sans heurter autre personne qu'un bouton de manette, là. Oui, c'est sûr. Moi, je pense pas que ces gènes-là vont disparaître. Tu sais, c'est pratique lors de la conduite, si jamais si on se fait dans une situation dangereuse. Si on perd le désir de se battre, on va avoir le désir de se sauver. C'est les deux gènes. Ah, donne-nous encore 15 000 ans, Laurent, je te dis. Ah, ouais, 15 000 ans, je suis correct, c'est bon, correct. OK. Alors,
Autrement, Nintendo a annoncé une nouvelle console portable, le 2DS. Ben oui, c'est quoi ça? Alors, vous savez, le 3DS et le 3DS XL, c'est le jeu le portable de Nintendo à 2 écrans, dont l'écran supérieur fait de l'image 3D. Bon, ça a les défauts habituels des machines DS, c'est-à-dire que l'écran du dessus peut shaker un petit peu. Le 3D, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Moi, je suis chanceux, je peux jouer des heures au 3D sans avoir mal, mais il y a des gens pour qui ça peut blesser les yeux ou donner des maux de tête. Ouais. Et il y a aussi une clientèle qui, médicalement parlant, n'est pas recommandée de jouer, et ce sont les enfants. Pourquoi? Je crois que les enfants d'en bas de 6 ans ne devraient pas jouer avec le 3D parce que ça peut nuire ou faire forcer le cerveau tout croche. Dans le fond, ils recommandent pas. Une fois qu'on est plus vieux puis que la vision s'est placée d'elle-même, on peut commencer à se scraper les yeux, mais avant ça, ils recommandent non. Sinon, j'imagine que ça doit influer sur la perception 3D des enfants. Ils ne verront plus en 3D dans la vraie vie, peut-être. En tout cas, c'est une de mes théories. Je ne sais pas pour ça, mais comme Nintendo fait beaucoup des jeux pour enfants, d'avoir une console portable très populaire, mais qui n'est pas recommandée pour les enfants, c'est un peu un problème. Donc, ils ont sorti le 2DS. C'est le 3DS sans le 3D. Ça va être un Nintendo DS qui est permanemment ouvert. Alors, c'est comme une tablette, Okay. avec les boutons, la même chose, l'écran, sauf qu'il ne produira pas de 3D. On va pouvoir jouer au même jeu de 3DS, parce que le 3D est toujours optionnel. Ouais. Et c'est fait pour les enfants, c'est plus petit, c'est en plastique, c'est moins cher. Et, par pure coïncidence, il paraîtrait que le modèle de base coûte 40 ou 50 $ de moins que le modèle 3D, et devrait sortir la même journée que le prochain Pokémon, qui devrait coûter entre 40 et 50 $. Coïncidence? Je ne crois pas. Et évidemment, la franchise Pokémon, bien que populaire à toute strate de la démographie, c'est un gros vendeur chez les jeunes enfants, Ben oui. et qui, théoriquement, ne peut pas jouer en 3D. Donc, nouveau produit. On en rit un peu parce qu'on est des vieux gamers. On est là, ah non, moi j'aime ça là, quand ça me rentre dans les pupilles, là, pis ça me fait mal. Si tu pleures pas après avoir joué, t'as pas joué. Ça c'est une vieille mentalité, mais pour les jeunes enfants ou les familles qui veulent acheter un jouet, mais le 3DS, là, j'en ai un, je le prêterais pas à un jeune enfant, de peur qu'il scrape l'écran, qu'il torde, n'importe quoi. Oui. Tandis que là, c'est vraiment une version Fisher-Price solide plastique. Bon, tu sais, ça rejoint un autre public. Puis Nintendo a toujours été une compagnie familiale de prime abord, donc je crois que c'est un excellent move, comme on dit. Oui, et ça je fais une légère parenthèse. Il semblerait que ça puisse indiquer une revampe de la Wii U. La Wii U, malheureusement, qui n'a pas vendu autant qu'il voulait. Donc, ça laisserait peut-être présager que quelque chose va se passer avec la Wii U pour changer. Peut-être qu'ils vont diminuer l'écran ou faire quelque chose que les gens vont se faire. Ah, mais oui, j'ai envie de payer 300 $ pour avoir une télé dans ma main. Est-ce que un Fisher pricing de la Wii U est à prévoir? Peut-être. OK. Alors, petite nouvelle rapide. Moi, j'aime bien la NASA, fait que j'essaie de me garder au courant de ce qu'ils font. Jusqu'à récemment, ils continuaient à communiquer avec les vaisseaux dans l'espace à l'aide d'ondes radio, ce qui avait des limitations technologiques et aussi en bande passante. Et ils vont aller là où l'espace devrait toujours se diriger, vers les lasers. Donc, ils vont mettre en place un système de laser qui va permettre de faire du 600 mégabaud oui. par seconde. Ben oui. Ce qui est nouveau. Ironiquement, c'est plus technologique et ça va coûter moins cher parce que pour émettre le laser, c'est moins cher. Pour le recevoir, ça prend un satellite plus petit. Ben, ça peut être plus petit. Donc, et ça va avoir presque 1000 fois la vitesse d'avant. Donc, on va pouvoir commencer tranquillement à avoir des vidéos HD de l'espace. OK. Bon, ben c'est vrai, récemment, il y avait Chris Hartfield qui était allé dans la station spatiale. Il a fait plusieurs vidéos, mais imaginons ça en 3D, en 1080p, pourquoi pas? Ben enfin, puis peut-être que les prochains Curiosity et autres robots caméras de ce monde pourront nous donner de la meilleure imagerie. Bon, ouais. D'ailleurs, c'est pas dans mes nouvelles, mais je l'ai lu. Curiosity se promène tout seul aujourd'hui. Curiosity, NASA le laisse se promener. Donc, il y a déjà une espèce d'algorithme qui peut suivre pour se promener de lui-même, puis ils l'ont laissé aller juste pour voir si
Mais en fait, je pense que j'ai pas la nouvelle avec moi, mais je pense que l'idée c'était de voir si Curiosity, parce que eux ils voient ça au travers des caméras, mais peut-être que sur place avec son scanner, il y a une fidélité de déplacement qui peut être reproduit qu'on ne peut pas avoir autrement. Wow. Mais bon, tu as parlé de Curiosity, j'ai pas la nouvelle officielle, mais c'est ça. Ben tu sais, un bébé d'1 an et quelques mois, ça marche tout seul à un moment donné, tu sais, c'est... Oh oui, c'est sûr. Puis quand il se ramasse en bas des escaliers, il faut que tu expliques à la DPJ que tu lui faisais confiance. Je pense que à la NASA sont un petit peu plus prudents que ça. Oh ouais, ben bon. Mikey, je pense que ce serait l'heure d'une petite pause musicale. D'accord. La chanson de la semaine! Cette semaine, dans mes chansons, j'essaie d'aller chercher des vieux classiques, particulièrement du Nintendo, Sega Master System, des choses comme ça. Et je suis tombé sur une pièce que je ne pouvais pas laisser dans l'oubli. Une pièce tirée du jeu Bubble Bobble. Ben oui, le titre me laisse perplexe. Alors, le titre s'appelle Hillbilly Rodeo. C'est une courte chanson de 2 minutes quelques secondes de DJ Pretzel. C'est un redneck qui joue à Bubble Bobble avec sa chèvre. Je peux pas en dire plus que ça. Hillbilly Rodeo de DJ Pretzel tiré du jeu Bubble Bobble. Come on, Bubba. Let's play some Bubble Bobble. Yeah! Wow. Alors, on vient d'entendre Hillbilly Rodeo de DJ Pretzel, qui est une chanson remixée de Bubble Bobble, ce vieux jeu au Nintendo. Alors, je me suis dit, on va commencer de bonne humeur, on va commencer quelque chose de le fun un matin. Alors, c'était ça. J'ai pensé à toi, Mikey, je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans, là, qui sonne Mikey. C'est parce que je viens d'Abitibi. Sais-tu, je m'en souvenais pas de mémoire, mais c'est peut-être ça qui me trottait. Alors, dans les geektualités, il m'en reste une petite avant la prochaine chronique. Ben ouais. Ça, moi j'aime beaucoup les recherches qui se font. Il y a plusieurs recherches que des fois on est genre, ah oui, il fallait qu'on fasse une recherche pour savoir ça. Dans cette recherche-ci, toutefois, elle est intéressante parce que ça explique des choses qu'on savait sans savoir pourquoi. La consommation d'alcool brise la connexion dans le cerveau qui permet de déchiffrer les expressions faciales et les social cues, je cherche l'expression, les comportements sociaux. Oui, c'est ça. Mettons quelqu'un est exaspéré puis fait comme... Ils se sont rendus compte, ils ont fait un test avec 12 buveurs excessifs, 10 hommes, 2 femmes. Ils l'ont fait boire de l'alcool pour la science et ils l'ont fait voir des photos de visages et ils devaient essayer de... il y avait plusieurs visages, il en voyait un, ils devaient trouver parmi une série d'autres visages lequel avait la même expression. Et il semblerait que, je sais pas c'est quoi en français malheureusement, l'amygdala qui fait l'analyse
est pas capable de communiquer aussi bien avec le lobe frontal. OK. Le lobe frontal qui est un peu responsable de tous nos comportements. Là. Lorsqu'on dit que quelqu'un a une atteinte au lobe frontal, c'est souvent quelqu'un qui a pas de censure, qui est très agressif parce que il a pas la capacité de faire wow, buddy, on slack, on analyse. C'est ça, ces filtres là, pis c'est OK. Donc les gens sous qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe ou comment les gens sont exaspérés. Et ça, c'est vrai aussi du côté de la violence. Quelqu'un qui est agressif, qui montre des signes d'agressivité, les gens sous l'effet de l'alcool pourraient ne pas déchiffrer ça. Combien de bagarres dans les bars on peut débuter de cette façon-là. Et évidemment, c'est une petite analyse faite sur 12 buveurs, mais ils l'ont fait évidemment avec une machine MRI pour voir l'action du cerveau. Et il semblerait que les deux morceaux ne se parlent pas aussi bien à cause de l'alcool. Donc, c'est une pièce du puzzle de la certaine désinhibition qu'on a là, sous l'effet de l'alcool, donc. T'sais. Mais ça, je pense que côté des émissions, c'est le lobe frontal. Mais entre le lobe frontal, puis tu sais, quand tu vois quelqu'un, puis tu dis, hey, elle là, elle est belle, je vais l'approcher dans un bar. Mesdames, ça vous est peut-être déjà arrivé. Puis là, le gars comprend vraiment pas. Tu sais, vous regardez votre montre, vous dites. T'es encore là, tu sais, ce genre de cue-là. Ouais, puis le gars continue, puis on est là. Est-ce que cette personne-là ne comprend pas ou bien a fait exprès? Il semblerait qu'elle ne comprenne pas. Donc, évidemment, c'est une recherche. Je suis sûr qu'il va y avoir 12 recherches qui vont dire l'inverse, 40 qui vont dire oui, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, c'est intéressant. Puis, encore ça, c'est une type de recherche que je dis toujours, ouais, hein, c'est... Qui eût cru? Quelqu'un dessous catch pas quand on veut qu'il parte. Bon, ben Laurent, je vais te partir un thème de chronique. Essaye de me sortir de quoi par rapport à ça. Chronique Gadget. Et là qui va là. Dis-moi que t'as quoi par rapport à ça, sinon on est dans la... Mais non, voyons donc. Tu sais bien qu'à chaque fois que je viens ici, je parle habituellement de 3 sujets. J'ai parlé déjà des voitures. Le deuxième sujet que je ne parlerai pas, malheureusement, c'est les ordinateurs quantiques. OK, ce qui nous laisse... Il n'y a pas de nouvelles. Donc, ce qui nous laisse la troisième chose, ce sont les imprimantes 3D. Alors, je sais que j'en parle régulièrement. Je suis quelqu'un qui attend fermement son imprimante 3D quand ça va être plus commercialisé ici au Québec. Parce qu'il y a quelque chose de méta là-dedans. Tu sais, Laurent, t'es un gars méta, puis une imprimante 3D pourrait faire une imprimante 3D. Donc, c'est pour ça que ça t'intéresse. Ah ouais, en fait, c'est fantastique, c'est de dire, il me semble que je l'imprime, des choses comme ça. Mais là, il y a déjà les compagnies qui commencent à s'échauffer parce que avec les imprimantes 3D, c'est comme avoir un document Word que tu imprimes. Si j'ai un livre, admettons, j'ai un livre de Stephen King, puis je l'imprime, si j'ai le fichier, je peux l'imprimer 1000 fois, le donner à mes amis. Donc, en 3D, c'est la même chose. Tu peux avoir du matériel sous les protections de copyright, ouais. Que ce soit des mascottes ou des bonhommes Lego, n'importe quoi. Et donc, il y a une préoccupation que ce qu'on voudrait faire imprimer permettrait pas aux entreprises de contrôler comment ça sert. Donc, les gens pourraient vendre le même produit, mais refait par une imprimante 3D, 3 choses. Donc, il y a une compagnie qui veut créer un Netflix pour imprimante 3D. Alors, c'est dans le fond, ça serait du streaming. Au lieu d'avoir l'objet 3D en fichier sur l'ordinateur, tu télécharges ça sur l'imprimante et après l'avoir imprimé, ça l'oublie. Comme ça, il y aurait des frais à chaque fois. Tu veux faire imprimer, je sais pas, une figurine de Warhammer, quelque chose dans le genre. Tu t'en vas là-dessus, tu payes ta licence pour en avoir une. Tu le télécharges et ensuite tu l'imprimes. Ensuite, c'est comme du streaming, tu le télécharges, mais ensuite c'est perdu, ça s'en retourne. Ouais, c'est ça. L'avantage de ça, là, évidemment, on se dit, mais c'est chiant, je préfère l'avoir sur mon ordinateur puis faire 1000 figurines de Warhammer. C'est que ça encouragerait les entreprises à se lancer dans l'impression 3D parce qu'ils peuvent contrôler. Là, présentement, on a beaucoup de choses qui sont faites manuellement ou des choses qui sont sans copyright, mais les entreprises qui pourraient monétiser leurs produits veulent pas le faire parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Ça serait une belle façon de le garder. Donc, ça s'en vient. Ça veut dire qu'on aurait encore plus de matériel à faire imprimer. Ça coûterait peut-être un peu plus cher, mais en même temps, ça éviterait la piratie et le bris de copyright. Ben, c'est une bonne chose pour les entreprises. Absolument. Okay. Mikey, j'ai pas plus que ça sur les gadgets. Peux-tu prendre la relève? Ben, qu'est-ce que tu penses d'un train qui fait penser au film de Retour vers le futur? Le train qu'on voit dans le 3e, là, oui. dans lequel Doc Brown et Clara et Jules et Verne s'en vont sur la Lune. Ben, c'est au Japon que ça se passe.
Et ils ont repris leurs tests finalement pour leur train. Je sais pas si t'en avais entendu parler, leur maglev. Oui, ben je suis moins train qu'avant, mais c'est sûr que j'ai bien hâte qu'on ait ça au Québec à un moment donné. Mais on va commencer par faire un monorail. Hein? Oui. Monorail. Lisa needs brakes. Monorail. L'anneau de Macan vient de se briser. Mon ouvre-boîte va vous sauver. Ok. Excusez-moi. Ce maglev-là, c'est un train qui est par suspension magnétique finalement. Ça ne touche pas à terre, ce qui réduit sensiblement la friction, ce qui peut faire augmenter la vitesse de l'engin en question. Ça peut faire du 581 km/h. OK? C'est quelque chose. Ça permettrait de relier, pour vous donner une idée, de Tokyo à Nagoya en 40 minutes. Le design a été amélioré parce ils avaient fait des tests, ça avait pas été commercialisé encore, puis après 2 ans de pause, ils ont repris les tests. Un trajet ils ont relancé la machine finalement jeudi passé pour un trajet de 42 km à très grande vitesse. Ça utilise ça des aimants supraconducteurs et ça lève au-dessus des voies finalement. Il y aurait pas de problème pour les virages parce que c'est tellement magnétisé que, ça suit les rails, ça suit le chemin et sans frottement. Donc, la version a été améliorée. Ça coûte quand même quelques bidous. Je te dirais 47 milliards d'euros. Bon. Oh, pelaille. Bon, c'est pour... ça devrait être lancé, ce train-là, en 2027. Et c'est la toute nouvelle technologie de train à grande vitesse qui a été développée indépendamment par le Japon, tel qu'indiqué par le ministre des Transports du Japon. Ça nous rappelle donc à quel point on peut être fier du poumon technologique qui est le Japon et qui nous amène non seulement des bizarreries, mais aussi des affaires très utiles. D'ailleurs, une petite parenthèse sur les trains. Je lisais un article il y a peut-être 1 an. Lorsque les premiers trains ont été inventés, je crois que c'était les médecins de l'époque qui disaient que l'être humain ne devait pas embarquer sur ces trains-là parce que la vitesse allait les rendre fous. Le cerveau était pas capable de gérer la vitesse que le train allait aller et que c'était dangereux et qu'il ne fallait pas les prendre. C'est que lorsqu'on met des êtres humains en face d'une technologie qui rend toute plus rapide, on s'adapte très rapidement, mais ça a amené la révolution industrielle, ça a amené avec Internet, tout est plus rapide aussi, donc oui, on s'adapte, mais on essaie aussi, nous-mêmes en tant qu'être humain, d'aller plus rapidement, ce qui fait qu'on a encore moins de temps pour nous, puis là, c'est ça, je suis en train de déblatérer, mais c'est à cause justement de tout le temps qui nous est alloué. Non! Ah. C'est KRL et les Geeks sont qui seront de retour dans quelques instants avec Mikey. Alors, Mikey. Voici la pause. C'est KRL. Le 29 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Concentré sur la 3e avenue, la course de la Cité résolument urbaine vous offre une ambiance familiale et du plaisir garanti. Réservez votre dimanche le 29 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacité.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. Courez pour aider. Une collaboration de SDC 3e Avenue, Spectrum, Wix, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Le balcon est en ville au Québec. Le monsieur est sur le balcon, la peau est sur le monsieur, le moustique est sur la peau, le virus du Nil est dans le moustique. Mais que faut-il faire pour que le virus du Nil qui est dans le moustique, qui est sur le monsieur, qui est sur le balcon, qui est en ville au Québec, ne soit pas attrapé par ce monsieur? Il devrait simplement mettre du chasse-moustique et porter des vêtements longs, de couleur claire. Le virus du Nil est en ville. Protégez-vous. Un message du gouvernement du Québec. Où se trouve la ville, le balcon, le monsieur, la peau, le moustique et le virus du Nil? Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014.
Procurez-vous votre carte de membre au coût de 25 $ d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 200 $. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici 3 façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 et finalement par PayPal disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Faites-le maintenant. Voici Mikey G, en direct de la salle de bain sur la 3e. Oui, ici Mikey G, je suis présentement en direct de la salle de bain sur la 3e avenue et tout doit partir. Nous avons en spécial cette semaine une brosse à dents, mesdames, messieurs, et il reste encore un peu de plus sur les poils, donc très utilisable et viviane. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 25 75 poste 207. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Seb's Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les routes enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. CKRL 89.1. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Mesdames, messieurs, bonjour et re-bienvenue de la pause. Mikey a été calmé durant la pause et peut maintenant continuer ses nouvelles techno. C'est fou ce que le Xanax peut faire. Ah, bon. Mais je suis pas sûr que c'était un suppositoire, Mikey. Tu checkeras ta prescription. Ah non, je l'ai mangé. Nonobstant tout ça, j'ai aussi su quel était le matériel le plus léger au monde et je crois avoir hâte de geeker Laurent sur ce sujet. J'en suis très fier d'ailleurs. En fait, moi, je suis un vieux, je suis outdated geeké. Je connaissais le vieux, j'étais pas au courant du nouveau. Exactement. Ben tout ça commence, la course au matériel le plus léger a commencé en 1931. En inventant, là, il y a un gars qui a inventé l'aérogel. C'est un matériel finalement semblable, c'est du gel, mais le composant liquide a été remplacé par du gaz. Bon, ce matériel-là a été largement utilisé pour ses fonctions d'isolation thermique très intéressantes. L'année dernière, il y a eu une innovation dans ce domaine-là. L'aérogel a été muté finalement en aérographite. Ça, c'est le matériel que toi, Laurent, tu connaissais, je crois. L'aérographite se présentait comme l'aboutissement là des recherches en nanotechnologie. C'était 6 fois plus léger que l'air. Donc, ça pesait à peu près 0,2 mg par centimètre cube. Donc, ça servait aussi d'isolation. Je crois, Laurent, que tu as une petite anecdote à ce sujet. Oui, ben en fait, une des propriétés isolantes de cet aérogel-là, pensait que c'était pour, par exemple, les gens qui montent l'Everest pour les protéger du froid. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça protégeait trop bien. Donc, la chaleur restait à l'intérieur et le froid restait à l'extérieur. Donc, il était trop isolé. Je sais toutefois qu'ils veulent s'en servir aussi sur les navettes spatiales pour protéger les gens de l'intérieur, mais malheureusement pour l'usage humain, c'est comme too much. Ben côté environnemental, le matériel le plus léger à ce jour a été découvert cette année. On parle ici, ce n'est plus de l'aérographite, mais bien de l'aérogel de graphène. Donc c'est un matériau composé entre autres, principalement d'atomes de carbone lyophilisés et dioxyde de graphène, d'oxyde
de graphène, qui présente une structure, là, c'est très spongieux comme structure et c'est seulement 0,16 mg par centimètre cube. Donc, à peu près 2 fois, une densité, là, à peu près 2 fois supérieure à l'hydrogène. C'est pas grand-chose, là. Et c'est vraiment matériel, c'est physique, on peut le voir. Ça tient, j'ai vu des images, ça tient sur les bouts de plumes. Donc le bout d'une plume n'est en aucun cas courbé par le matériel qui se tient au-dessus. Donc c'est assez impressionnant à voir. Et pourquoi ils vont s'en servir finalement? Étant donné que c'est très spongieux et très absorbant, ils vont s'en servir pour absorber le pétrole des marées noires. Finalement, ça peut absorber jusqu'à 900 fois le propre poids de l'aérogel de graphène. Ironiquement, c'est peut-être pas tant que ça, je ferai pas le calcul, mais si c'est si léger que ça... Ouais, non, c'est pas tant que ça, mais bon, c'est impressionnant quand même, le chiffre est très impressionnant. Et peut-être dans 5 ans, on va voir Monsieur Net qui va nous vendre notre propre aérogel pour les gens à la maison qui font le ménage. Et c'est tellement léger que tu peux l'entreposer sur le plafond. Ouais, c'est ça, tu le laisses au plafond, oui, ça fait un triple plafond très intéressant. Maintenant, encore plus intéressant, et ma prochaine chronique qui s'intitule tout simplement... Chronique Internet! Oh, paix à ton âme. C'est quoi son nom déjà? On l'appelle le Trololo-Guy. Finalement, simplement lui. Mais je suis en train de me bâtir une solide dépendance à tout un pan d'internet et tout ça a commencé à cause grâce à un site que je nomme tout simplement douteux.tv. Est-ce que ça te dit quelque chose, Laurent? Je sais pas, je trouve que c'est un site qui a l'air douteux. Effectivement. C'est moi qui vais partir un petit peu là. Oui. Bon, douteux.tv. Premièrement, je peux vous convier tous les lundis à la soirée des douteux qui a lieu tous les lundis à la Ninkasi du Faubourg où on fait jouer des films douteux. Qu'est-ce qu'un film douteux? Eh bien, la meilleure personne pour vous expliquer serait probablement Philippe Jacques et ses Notre nanars. pyrologue de service. Notre pyrologue de service. Donc, tout ce qui a mal vieilli, tout ce qui est étrange, qui est tellement étrange qu'il n'en est pas plate, mais qui soulève un tas de questions. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est un peu un total crap de film. Ouais, exactement, ça peut résumer la chose. Donc, ce n'est pas que douteux.org qui existe, mais douteux.tv aussi. Et d'ailleurs, allez voir le site immédiatement. Vous allez voir que tous les films qui ont été répertoriés, qui ont été joués à la Ninkasi du Faubourg font partie des archives sur douteux.tv. Mais ce n'est pas que ça qui est présent là-dessus. Il y a des chroniques, il y a des séries qui sont tournés dans des studios à Montréal et qui parlent de différents sujets très geek contre-attaque, je dirais, qui s'intéressent à la pop culture, notamment l'atroce musée du VHS. Là-dessus, on peut dépoussiérer les vieilles boîtes dans les ventes de garage et trouver des merveilles, des bijoux de doutisme. Entre autres, je parle des vidéos de danse-exercice avec Claire Pimparé. Hein? Et le fameux Fafouin, j'ai un souvenir très récurrent. Je fais des cauchemars à peu près une fois par semaine avec ce grand chat qui fait de la danse-exercice avec Claire Pimparé. Hey Mikey, est-ce que je peux te faire peur un petit peu? Allez, vas-y donc. Il y a des générations de geeks qui n'ont jamais connu les VHS. Oui. Présentement, peut-être même chez nos auditeurs, qui savent que les parents en avaient, peut-être qu'ils ont des boîtes, mais qui s'en sont jamais servis. Ben, c'est normal. Oui, j'en conviens tout à fait. Ben, c'est fantastique d'être un vestige du passé. Imagines-tu, dans 30, 40 ans, on va dire, dans notre temps, là, on enregistrait ça sur des tapes analogues, puis il fallait des fois changer la tête, puis il y avait du grichage. C'est quoi ça, du grichage? 2 têtes, 4 têtes. Ouais, non, c'est ça. Il y avait même des bêtas, mais je m'aventurerai pas là-dedans. Côté danse-exercice aussi, dans l'atroce musée du VHS, on peut trouver un couch potato workout. De l'aérobie sans se lever de son divan. C'est assez merveilleux.
Sinon, un vidéo tout à fait délicieux qui est Introduction à votre Casio. Donc, si vous avez un clavier Casio, vous savez pas comment l'utiliser, eh bien, vous pouvez suivre la méthode très rapide d'apprentissage avec un gars qui n'a pas d'amis, et avec raison. C'est très douteux. Mais le joyau, quant à moi, de cette série-là, Sexcursion. Oh, pelaille. C'est un vidéo d'éducation sexuelle qui est fait pour les secondaires 4 et 5, qui a clairement été financé par les condoms Lifestyle et qui a été fait en 2003, et on peut voir quelques visages maintenant connus. Je ne vous dis pas qui, mais allez voir pour vous en rendre compte. Côté vidéo aussi sur douteux.tv, il y a Vidéo Nasties. Ça, c'est dans la fin des années 70, début 80, il y a les autorités je crois que c'est britanniques, qui ont fait une liste de vidéos, une liste de films d'horreur bannis par ces autorités car jugés trop violents, trop dérangeants. Et Vidéo Nasties s'amuse à les revisiter. Là-dedans, il y a les Face à la mort, Cannibal Apocalypse, Eaten Alive et tout. J'en passe, et des meilleurs. Plus récemment, Douteux TV a mis en onde chez Johnny Publicité. J'adore cette série-là puisqu'elle revisite plein de pubs qui ont mal vieilli, des vieilles pubs, pubs de bière, pubs de magasins disparus tels Steinberg, etc. Et plus récemment, ils ont mis en ligne des pubs de vieilles vidéos, des pubs de vieilles publicités finalement de jeux vidéo, dans laquelle on peut voir Zelda et Sonic et tout ça. Le rap de Zelda, je pense que je me souviens de la publicité, c'est deux jeunes puis ils rappent en train de jouer à Zelda. Je sais pas si c'est sur le site là, mais c'est une publicité fantastique en fluo. Tu sais, c'est quand tu veux dire je veux quelque chose qui représente les années 80, moi dans mon cœur c'est cette publicité là. Et fait intéressant, Robert Brouillette se veut un parangon de pub québécoise de jeux vidéo. Allez voir ça vaut la peine juste pour voir l'omniprésence quasi de Robert Brouillette dans ces pubs là. Sinon, ce qui va m'amener à mon sujet principal, ça sera le jeu, c'est sérieux. C'est sur douteux.tv. C'est tout simplement Giz qui est très présent dans douteux.tv et un de ton homonyme qui s'appelle Laurent, qui est d'ailleurs un peu dans ton casting, je dirais, qui joue à des jeux vidéo rétro. Donc on parle de NES, Super NES, Sega Genesis. Ça va, ces jeux vidéo-là, on les voit jouer Punch Out. J'ai vu un spécial Contra sans perdre une vie, qui est assez intense, mais ça peut passer par des bijoux de douteux tels que Bible Story, Bible Game, Bubble, ou même Anticipation. Je sais pas si tu te rappelles d'Anticipation. Pas celui-là, par exemple. C'est un jeu de société, finalement, sur le Nintendo, mais qui est très très mal fait. Donc c'est savoureux, et c'est ce qui a été la porte d'entrée à ma geek diction, qui est maintenant je l'avoue, je suis maintenant accro au gameplay de jeux vidéo. Ben, je vais te relancer là-dessus. Je ne connaissais pas Douteux TV, personnellement, mais pour ça, on appelle ça des let's play. Si tu cherches sur YouTube, je t'en recommande deux. Un que, si vous êtes moindrement sur YouTube, dans les vieux jeux vidéo, vous allez sûrement reconnaître. Angry Video Game Nerd. Oui, ça, qui fait fondamentalement ce que tu viens d'écrire. Et sinon, un critique que j'apprécie beaucoup pour les jeux plus récents, il s'appelle Total Biscuit. C'est un Britannique. Et lui, à chaque jour, il fait un WTF is. Alors il dit bonjour, mon nom est Total Biscuit et aujourd'hui je pose la question WTF is, et là il y a un jeu et là il y a lui qui joue au jeu et qui fait ses critiques du jeu, parce que on n'a plus de démo, ça existe presque plus de démo, mais sur YouTube écrivez Let's Play et vous allez trouver du monde qui joue à tous les jeux inimaginables. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Total Biscuit, je vous le recommande. Angry Video Game Nerd, qui semble être la version, le penchant anglais de ton Giz. Oui, précisément, mais je vais m'entretenir plus
profondément du gameplay qui a pris ma semaine dernière au complet. Est-ce que c'est le même jeu toute la semaine? C'est le même jeu toute la semaine, ce qui prouve que je suis vraiment accro. Mais je sais pas où se situe mon addiction, peut-être au gameplay, mais peut-être à ce jeu-là en tant que tel. Mais pour vous présenter le tout, voici immédiatement la chanson de la semaine. Alors, Mikey, que nous as-tu réservé pour la deuxième chanson de la semaine? Alors, c'est tiré d'Overclock Remix. C'est un jeu de Super Nintendo avec lequel je me suis beaucoup amusé. La courbe de difficulté est quand même assez intéressante. Je sais que tu sais de quel jeu je parle. Absolument. Est-ce que tu y as joué? Est-ce que tu y as pris plaisir? Et non seulement j'ai joué, mais j'ai joué en coop avec mes amis pour se battre contre le gros bébé dans le centre d'achat, pour se battre contre les fourmis géantes, contre les Frankenstein, les zombies. Il s'agit du jeu Zombies Ate My Neighbors et on écoute la pièce qui s'intitule Neighburgers au Geek Contre-Attaque et au retour je parle du jeu qui a fait mon addiction au gameplay.
Ben, c'est ça qui est ça. J'ai reconnu plusieurs riffs. Quel jeu fantastique. Durant la chanson, moi et Mikey, on discutait, là, on se lance des ballons d'eau, la chainsaw, les touristes qui prennent des photos. Évidemment, le jeu s'appelle Zombie Ate My Neighbors, mais dans le jeu, les voisins restent sur place, bougent pas, alors qu'ils sont envahis par les zombies. Parce donc que c'est toi, finalement, qui est responsable de ne pas pour pas qu'il se fasse manger, finalement. Mais bon, mon point, c'est peut-être qu'il mérite de se faire manger, là. Il y a même un bébé qui se promène, là, qui est sur le sol abandonné, donc parents indignes. Ouais, mais c'est ça, j'ai fait jouer Zombies Ate My Neighbor parce que le jeu en ligne qui m'a fait le plus perdre de temps de cela, là 2 semaines, ben c'est State of Decay. Ça a été réalisé ça par Undead Labs. Je sais pas si ça te dit de quoi, Laurent, mais c'est un jeu vraiment génial. Si vous aimez le style zombie, si vous aimez la pop culture qui entoure tout ça, si vous aimez Walking Dead, vous allez adorer State of Decay. Je vous fais le topo. Ça commence directement en action. C'est un gars qui s'appelle Marcus, qui revient d'un voyage de camping. Il sort de son... T'arrives, première seconde, t'es en train de te battre contre 2-3 zombies qui t'assaillent avec une branche d'arbre. Bon, là évidemment, tu leur pètes le crâne et tu te demandes, mais mon Dieu, qu'est-il arrivé? T'es dans une espèce de région, je te dirais, région semi-désertique qui pourrait faire penser peut-être au Nouveau-Mexique, Texas. T'arrives, puis là, t'es avec un de tes amis, tu te dis, bon, faut qu'on trouve d'autres mondes pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Là, tu t'en vas chez un ranger et le ranger t'explique la situation. Ça a commencé la semaine passée, là, il y a de plus en plus de monde qui sont de même, puis tout le monde est sur le pied d'alerte. Mais bref, il faut que tu te fasses construire une base pour te protéger des zombies environnants. Il faut que tu te ramasses des ressources, c'est-à-dire du matériel de construction, des munitions, du matériel médical et évidemment de la nourriture et aussi de l'essence. Bon, c'est les 5 ressources principales que tu dois t'amasser tout au long du jeu. Ce qui est omniprésent dans ce jeu-là et ce pourquoi tu dois faire attention ou tu peux l'utiliser pour influencer, c'est le son. Le son est omniprésent, que ce soit quand tu tires au pistolet, quand tu bats des zombies à main nue, parce que tu peux te battre à main nue, tu peux te battre avec des armes contondantes ou non. Le son est omniprésent. Plus que tu fais du son, plus que les zombies rappliquent et c'est dangereux. Mon arme de prédilection, si je jouais, parce que je n'ai pas joué, j'ai joué par procuration toute la semaine, c'est les véhicules. Parce que oui, il y a des véhicules, c'est presque un Grand Theft Auto version zombie. Parce que les véhicules servent de vraiment machine à tuer des zombies. Bon, évidemment, il y a du dommage qui est accordé aux véhicules plus que tu rentres dans des zombies et rentres dans des obstacles. Mais un truc pour ne pas que ça arrive, apprenez à chauffer de reculons et avec la porte ouverte. Ça va réduire considérablement le dommage de ton véhicule, mais tu peux quand même faire réparer ton véhicule parce que tu peux faire construire un garage dans ta base. Bon, il y a plusieurs infrastructures que tu peux faire bâtir dans ta base pour être finalement autosuffisant question ressources, mais tu peux jouer de n'importe quelle manière pour te ramasser des ressources. Tu peux laisser faire les infrastructures puis te concentrer juste sur la protection de ta base et échanger avec les autres clans. Oui, parce qu'il y a d'autres clans avec lesquels tu peux interagir. Tu peux leur demander leurs ressources principales en échange de services rendus. Tu peux aller chasser des infestations pour les aider à rendre leur area propre. Tu peux tout simplement aller dans des maisons avoisinantes et trouver peu importe le matériel et t'occuper juste en vidant les maisons sur la map qui est quand même très grande, je dois le dire.
la ressource principale, la monnaie d'échange dans ce jeu-là est l'influence. Plus que tu as d'influence, plus que tu peux prendre des ressources qui appartiennent à ton clan, des ressources importantes, des armes plus élevées en termes de dommages, et aller chasser les zombies et aller faire des missions. Bon, tout est une question d'influence et de respect des autres clans dans ce jeu-là. J'adore ce jeu-là, aussitôt que ça va sortir, parce que là, c'est disponible malheureusement que sur Xbox. Malheureusement pour ceux qui n'ont pas une Xbox, évidemment. C'est ça. Ça va être disponible pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour le commun des PCeurs. Avant la fin de l'année, je vous le jure. Je vous en fais parole d'honneur. Et en attendant que ça arrive, allez voir les gameplays qui sont sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. J'en ai passé trois gars qui faisaient des gameplays différents avant d'en trouver un qui me faisait pas sacrer à toutes les 5 minutes, parce que je me disais non, fais pas ça de même, qu'est-ce que tu fais là, tu joues pas comme du monde. Alors j'en ai trouvé un, il s'appelle Milan RE, allez voir son channel, allez voir sa chaîne sur YouTube, il fait des gameplays extraordinaires, allez voir son State of Decay gameplay, ça vaut vraiment la peine. Je donne à ce jeu vraiment là, nonobstant les bugs, là, au moins 4 zombies sur 5. Alors allez voir ça. On pourrait évidemment mettre sur la page des Geeks Contre-Attaque un lien vers ce channel YouTube-là, afin que vous ne puissiez vous y rendre, pour que vous puissiez vous y rendre plus facilement. Et probablement devenir accro tel que je le suis moi-même. Je crois qu'il est l'heure pour une pause. Une courte pause. On va s'assurer qu'il n'y a pas de zombies en studio et on vous revient dans quelques minutes pour la dernière demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les Geeks Contre-Attaque. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les Routes Enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. Poil et Plumes, une animalerie sympathique et professionnelle pour prendre soin de vos animaux grands ou petits avec de la nourriture de qualité et des accessoires originaux et durables. Poil et Plumes, si la santé de vos animaux vous tient à cœur et que vous les aimez comme on les aime. Poil et Plumes, situé au 569 3e avenue à Limoilou et au 597 rue Richelieu. Livraison gratuite les mardis et jeudis soirs. Devenez ami de notre page Facebook et profitez de nos judicieux conseils. Poil et Plumes, 88 977 23 91. Qu'est-ce que ça prend pour rendre nos enfants plus heureux? Comment faire pour qu'ils soient plus en santé, plus forts et plus confiants? Recommençons à jouer. Chez Participation, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette. Donnons-leur 60 minutes par jour de l'activité physique qui nous gardait heureux et en santé quand nous étions jeunes. Recommençons à jouer. Participation, on s'active. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Shank et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Tous les mardis, la Ninkasi du Faubourg est heureuse de vous présenter l'émission du retour de 15h30 à 17h30, Change de disque, animée par Tania Beaumont. 2 heures d'actualité culturelle sous toutes ses coutures. La Ninkasi, en collaboration avec la Bière Boréale et Dola Communication, aide les artistes locaux à lancer livres ou disques en offrant un service de lancement totalement gratuit. Les lancements ont lieu les mardis entre 17h et 22h. Consultez le site ninkasi.ca pour plus de détails. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Sion le Disquaire, 1149 avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant.
Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 88 977 75 71. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Revoici le Geek Contre-Attaque! Il est midi au Geek Contre-Attaque le 1er septembre à CKRL. Mikey a ouvert le bal avant la pause et on va continuer avec une chronique que j'affectionne particulièrement. Allons-y. Mikey, les honneurs. Chronique Jeux vidéo! Ouais, je me demande bien ce que t'as pour nous, Laurent, parce que je n'ai aucunement été informé. Tu vas me surprendre. Oui, en fait, c'est un mélange de nouvelles et d'annonces de jeux qui sont déjà sortis. Un peu indie, je veux faire la promotion parce que je pense que ce sont des bons titres qui méritent d'être connus. Premièrement, est-ce que tu aimes Megaman? Ben oui, j'adore Megaman. Est-ce que tu trouves ça plate que depuis quelque temps, Megaman semble avoir été délaissé? Oui. Alors, il y a un Kickstarter pour le jeu Mighty No. 9, qui est un robot, qui est le 9e d'une série, qui est le seul qui n'a pas été infecté par un virus, et qui doit combattre ses 8 autres collègues pour les détruire, ramasser des morceaux de leur équipement pour avoir des nouveaux pouvoirs et se transformer. Ben là, je veux dire, ça a un droit d'auteur décrit tout partout, là, je veux dire. Alors, je te rassure, c'est en fait le co-créateur de Megaman, Kenji Inafune, et son équipe de vétérans qui ont fait des Megaman, qui veulent revenir aux sources de Megaman. Donc, c'est un Kickstarter, il s'appelle Mighty No. 1. Je vais vous mettre le lien sur la page des geeks, parce que c'est clairement Megaman, mais le beau Megaman, le Megaman sans prétention, le Megaman pour les jeunes, pour les gens qui veulent jouer avec le robot qui lance puis qui court puis qui saute. Ça va 2D déroulement 16 bits, là, ça semble, mais il dit c'est d'inspiration. Les graphiques sont un petit peu chibi, ça veut dire cute, mais je vais vous mettre là, c'est vraiment du Megaman comme on l'aime. OK. Donc, est-ce que tu connais Minecraft? Oui, je connais. Alors évidemment, le jeu très populaire Minecraft, le créateur Notch, depuis peut-être 2 ans, travaillait sur un jeu qui s'appelait 0x10C, qui était un jeu qui se passait dans l'espace. C'était comme son prochain gros projet que les gens attendaient, et il a annoncé récemment qu'il ne continuerait pas le développement. Grosso modo, il trouve qu'il y a trop de pression du milieu, et il se rend compte que c'est pas aussi intéressant à jouer qu'il ne le voulait. Il préfère se concentrer sur des petits projets, des petits jeux qu'il va pouvoir lancer plus rapidement, plutôt que des gros projets de longue haleine. Ça ne veut pas dire que le jeu serait mort, parce que le concept avait l'air intéressant. C'est un shooter dans l'espace, mais un peu gros concept. Sauf que il dit que si d'autres personnes de son équipe veulent continuer le développement, il va le permettre. Mais de son côté, il n'était plus intéressé à ce jeu-là. Bon. Donc, mauvaise nouvelle, parce que le gars qui a fait Minecraft, il a comme révolutionné un peu le jeu indépendant, parce qu'il a fait un jeu qui était pas un jeu. Il a juste dit, voici un carré de sable, voici des blocs, et ce jeu-là est toujours mis à jour. Il y a une nouvelle mise à jour, la 1000e cette semaine, ça rajoute des nouveaux blocs, des nouvelles affaires. Si vous n'avez jamais joué à Minecraft, allez jouer une version gratuite, vous allez faire, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais une fois que tu te rends compte que tu peux faire n'importe quoi,
ça embarque un peu plus. Je suis pas sûr que ça serait sain pour moi d'embarquer là-dedans. Ah, Mikey, comme maladie jeux vidéo, tu pourrais faire pire que ça. D'ailleurs, moi, une critique que j'ai des jeux vidéo modernes, c'est que lorsqu'on veut que ce soit réaliste, il faut que ce soit gris, vert, brun. Alors, Fallout, c'est brun, les Call of Duty, c'est gris. C'est vrai, hein? Les Skyrim, c'est vert. Ça fait partie de l'esthétique visuelle, mais moi, je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose qui manque. C'est pour ça que je vous recommande fortement un jeu qui est sorti sur PC il y a 2 semaines et qui était sur, je crois, Xbox auparavant, qui s'appelle Guacamelee. Guacamelee, c'est un jeu de luchador dans lequel on incarne Juan, je pense qui fait du rhum et qui s'en va pour la fête de la princesse du royaume, et il se fait tuer. Et dans le monde des morts, se fait donner le masque du luchador fantastique, et il doit sauver, évidemment, la princesse. C'est ce qu'on appelle un Metroidvania. Okay. Donc, c'est un platformer dans lequel on contrôle. C'est en 2D, et on contrôle le luchador. Tout est excessivement mexicain. Peut-être un peu caricatural mexicain, mais à un moment donné, puis là tu développes des pouvoirs qui permettent d'accéder à des nouvelles zones, et à chaque fois tu développes un nouveau pouvoir. C'est un homme chèvre qui vient te le donner. Tu peux te transformer en poulet, puis il y a des clins d'œil un peu partout. C'est beau, les graphiques sont super, c'est coloré, puis je dirais des jeux à saveur mexicaine, le monde des morts, les squelettes, un peu plus mexicain. J'en vois pas nulle part, et juste pour ça, je l'ai acheté. Guacamelee, il est en vente sur Steam ces temps-ci, et qui s'achète aussi sur Xbox, si je ne m'abuse. Je le recommande si vous avez toujours voulu être un luchador. Puis il est très beau. OK, il est très beau visuellement, mais est-ce qu'il a de l'air réaliste? Oh non, zéro pin bar. Ça, zéro okay. pin bar. Non. C'est vraiment là. Puis c'est drôle parce que quand on est Juan au début du jeu, il a comme les épaules rabaissées, il a l'air un peu minable, puis aussitôt qu'il porte le masque du luchador, il se relève, et là, et je sais pas si t'as déjà vu Batman The Animated. Ouais. Mais tu sais, le style gros trait noir avec des grosses formes, mais enlève les traits noirs. Okay. Fait que c'est le même style découpé carré un peu, mais sans le contour noir obscur, avec des belles couleurs. Ah, wow. Je ne peux que le recommander. OK, parfait. Un autre jeu que il fait un petit peu plus longtemps qu'il est sorti le 27 juin. Ça s'appelle Rogue Legacy. Ça me dit quelque chose. Il existe dans le monde des jeux vidéo un jeu qui s'appelait Rogue. Il y a très très longtemps, je pense que c'est fin des années 80 ou début des 90. C'était un jeu dans lequel tu jouais, et quand tu meurs, t'as tout perdu, c'est tout. Pas de vie, pas de reprise. Donc, il existe depuis ce temps-là un style de jeu qui s'appelle roguelike. C'est tu joues, et quand tu meurs, assume, c'est ça qui arrive. Ça. The Binding of Isaac, que je parlais il y a plusieurs mois, c'est un jeu rogue. C'est quand tu meurs, tu recommences à zéro. La seule différence, c'est qu'en jouant, tu débloques des nouveaux items que tu peux ramasser, donc ça change un peu. Est-ce que les rogues ont une fin? Je veux dire, en soi, ou c'est juste trop dur, puis il n'y a pas de fin, c'est... Non, ils ont habituellement une fin, mais faut que tu la mérites, la fin. Okay. Un peu comme les premiers Mario, là, t'avais 3 vies, puis il fallait que tu te rendes jusqu'à la fin. Bon, ouais. Si tu meurs, pas de checkpoint, pas de save game, tu meurs, tu recommences. Okay. Rogue Legacy, ça se veut, évidemment, un roguelike. C'est, tu joues un chevalier qui doit tuer un méchant. Le pourquoi, au début, je pense, je le saisis pas, mais il se fait tuer. Ensuite, tu joues son descendant, qui doit venger son père, et qui rentre dans le château. Le château change à chaque fois qu'on rentre dedans. Les zones sont similaires, mais les salles sont toujours différentes. Les puzzles, les combats, les ennemis, l'arrangement change. Et quand on meurt, et on meurt souvent, on recommence comme un descendant de l'autre. Ce qui est particulier, c'est que les descendants peuvent avoir des caractéristiques un peu drôles. Il y en a qui sont pour le jeu. Il y en a qui sont gros. Donc, ils prennent plus d'espace dans l'écran, donc ils sont plus facilement touchables. Il y en a qui sont plus petits. Il y en a qui sont plus minces. Ça veut dire que quand ils se font frapper, ils revolent. Il y en a qui sont myopes. Donc, la zone juste alentour d'eux est claire, puis le reste est flou. Il y en a qui sont nostalgiques. Ça veut dire que tout est en sépia, tu sais, comme à Instagram, là. Il y en a qui sont en tout cas, ils ont tous des petites caractéristiques comme ça, et à chaque fois que tu meurs, tu choisis parmi 3.
Et là, plus tu joues, t'as de l'argent qui s'accumule, tu peux débloquer des classes. Fait que ton fils peut être un ninja ou peut être un mage, dépendant des classes comme ça. Ouais. C'est très drôle, c'est le fun, tu sais, t'as un épée, tu sautes, tu frappes. That's it, c'est un spell là. Puis la façon de combattre le jeu, c'est vraiment un beau jeu. C'est un jeu style pixelisé, mais beaucoup plus style 32 bits pixels que 8 bits là. Okay. Rogue Legacy, très beau. Le prochain, c'est un coup de cœur que j'ai. Il s'appelle Spelunky. Alors, Spelunky, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. C'est un jeu qui avait été fait il y a longtemps sur PC par un seul homme qui s'appelle Derek Yu. C'était sur PC, c'était gratuit. Et c'était un jeu pixelisé dans lequel on incarne un style Indiana Jones qui descend dans les cavernes pour trouver le trésor. Ouais. Ça a été tellement populaire que ça a été revampé sur Xbox. Oh! Avec des nouveaux graphiques. Le jeu est sensiblement le même, mais avec des plus beaux graphiques. Et c'est ressorti sur PC. Donc, ça a fait la boucle. C'est un jeu qui est excessivement dur, dans lequel on joue, c'est ça, on a un petit fouet, style Indiana Jones. On descend, il y a des pièges, des fois on trouve une idole dorée, que si on la prend, ça déclenche un pierre, il y a une boule qui roule, on peut sauver une demoiselle en détresse, et si on la sauve, à la fin, elle nous donne un bec, ce qui nous donne une énergie de plus, ou on peut la sacrifier sur des autels du diable en échange d'items. Et c'est un jeu dans lequel on meurt souvent. Il est un peu comme les rogues. À chaque fois que tu meurs, tu recommences à zéro. Okay. Sauf que t'en sais plus sur le jeu. La raison pour laquelle quand on joue par exemple à Mario la deuxième fois, on ne meurt pas sur le premier champignon, c'est que on est mort dessus la première fois, puis on sait que marcher dedans, ça marche pas. Fait que c'est un peu ça. On meurt souvent, puis à chaque fois, on apprend de nos erreurs. Et mon Dieu, qu'il y a des erreurs. Tu peux ramasser des roches puis les lancer sur les ennemis. Mais mettons que tu vises la roche sur un mur trop proche de toi, ça t'envole d'en face, ça peut manger un coup. Des choses comme ça, c'est toutes des petites leçons de vie. Il y a des marchands qui ont des magasins dans les cavernes. Et si t'as le malheur de les blesser, ils vont te courir après dans les niveaux pour te tuer, pour te venger. Et là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention, parce que si tu lances une pierre pis t'as pas vu qu'il y avait le magasin de l'autre bord pis c'est le marchand qui l'a d'en face, il va te courir après pour te tuer. Wow. Spelunky, qui est sûrement encore trouvable en pixels sur PC gratuitement, mais allez voir sur Steam ou sur Xbox et PlayStation aussi. Il est superbe et bon et beau. Il est superbe et très dur à jouer, mais ô combien plaisant quand tu réussis à te rendre jusqu'à la fin. Ben, j'en doute pas une seconde. Un autre jeu qui s'appelle Gunpoint, pardon. Ça, c'est un jeu super bizarre. C'est un puzzle platformer stealth. Tu joues un détective privé qui, dans ce monde imaginaire-là, s'est acheté un trench coat, il appelle le Grasshopper, un trench coat qui permet de sauter très haut. J'ai pas d'autre façon de le dire. Wow. C'est ce qui explique pourquoi tu peux sauter au 2e étage ou tomber de 10 étages sans te faire mal. Okay. Et tu dois infiltrer plusieurs... en fait, tu te fais payer pour faire des missions pour infiltrer les affaires. Et ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est quand on dit que c'est un puzzle platformer, c'est que tu peux passer en mode... un mode qui te permet de changer les prises électriques, les switches, les portes. À un même moment donné, tu peux changer ce qu'un gun fait. Tu peux te mettre dans ce mode-là, puis faire une ligne entre le gun puis l'électricité, la lumière. Ouais. Et là, quand il tire le gun, au lieu qu'il tire une balle, ça va allumer la lumière. Ou tu peux mettre le gun de l'un qui tire sur l'autre. Donc, tu peux placer toutes ces lignes-là. Quand tu ouvres une porte, ça ferme ça. Et ça te permet ensuite de passer le niveau sans te faire voir ou en décidant de tuer tout le monde selon ce que tu sens. Donc, c'est un jeu. Le concept, c'est vraiment ça. T'as une zone. Tu passes en mode, tu vois tous les fils qui se relient, puis tu peux changer les fils qui se relient pour que ça fasse d'autres actions,
pour pouvoir t'infiltrer. Okay. Puis il y a une petite histoire en arrière de ça là, qui est un peu compliquée, mais que tu fais de l'espionnage industriel pour un, ensuite l'autre te contacte, tu fais de du contre-espionnage, et tu peux choisir de mentir à l'un, dire à l'autre. Mais Gunpoint, il coûte pas très cher, il est sorti sur PC, Mac Linux, le 3 juin, évidemment sur Steam, et je pense qu'il coûte 5 ou 10 $, là, je le recommande. Juste par curiosité. Curieusement. Ouais, c'est ça vaut la peine. Ah oui, mais ça, allez voir, là, peut-être, je vais vous montrer, là, c'est un style très particulier. Ce n'est pas un platformer où est-ce que, tu sais, comme Mario, on saute et tout ça, mais on se sent tellement intelligent de brancher la porte sur la prise électrique pour que quand tu ouvres la porte, le garde qui est à côté de la prise électrique mange un choc, ou que quand tu allumes le fan, ça ferme une porte puis que le gars est coincé. Ouais. Ce genre de choses-là, c'est comme là, genre, dans ta face. Parlant de ma face, je pense qu'il serait temps d'une troisième et dernière chanson. Bon, oui, mais je vais la compter comme une deuxième. Okay? La chanson de la semaine 2! Parce qu'elle est bien courte. Alors, c'est la deuxième chanson 2, tiens, pourquoi pas. Alors, toujours dans les jeux vidéo du bon vieux temps ou du mauvais temps, dépendant des jeux auxquels vous jouez, de Ghost and Goblin. La chanson s'appelle Wonka Factory de l'artiste Shale Riley. Donc, Ghost and Goblin, c'était l'homme qui avait l'armure la plus faible au monde et aussitôt qu'il se faisait toucher par un brin d'herbe, devenait en boxeur. Alors, on vient d'entendre la pièce Wonka Factory de Shale Riley, qui est un remix de Ghost and Goblin, l'original au Nintendo. Quel jeu difficile. Quel jeu horriblement difficile, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer. Alors, pour terminer l'émission, dans les 5-10 dernières minutes qui nous restent, Mikey, un petit thème rapide, s'il te plaît. OK.
La chronique télé avec Laurent Maheu. Alors, cette semaine, chronique télé. Je vais faire une note avant, Mikey. Quand on fait une émission tous les deux, on a toujours peur qu'il y ait trop de temps et qu'il y ait des blancs. Et on se rend compte qu'on arrive à la fin et on n'a pas eu le temps de tout combler. Donc, ma chronique va être un peu plus courte. Je vais vous parler de Netflix. Vous connaissez Netflix, vous savez c'est quoi, vous pouvez écouter vos émissions de télé, les films, etc. Oh. Mais de plus en plus, Netflix devient producteur de nouvelles séries originales au lieu d'être rediffuseur. Okay. Par exemple, Arrested Development, une série qu'on ne se cache pas ici au Geek Contre-Attaque, on adore tous. La 4e saison a été payée et achetée par Netflix, elle est sortie récemment. Oui. Mais ils ont aussi 2 autres séries que j'ai eu la chance d'écouter qui sont 100% Netflix. Il y a Orange is the New Black. C'est une série dans laquelle une jeune femme blanche commet un crime il y a 10 ans sans le savoir et qui s'en va en prison pour 15 mois. Et c'est l'histoire de cette fille-là en prison. Okay. C'est étrangement bon. Je le décris de même, mais c'est de l'auteur Jenji Kohan qui a fait l'émission Weeds, qui a duré, je pense, un bon 8 ans. Oui. Donc, je crois que c'est 13 émissions. Bon. Il y a House of Cards, que j'ai eu la chance de terminer, je crois, avant-hier. Ça me dit rien, ça. C'est une émission drame politique aux États-Unis et le personnage principal est incarné par Monsieur Kevin Spacey, qui est un fantastique acteur. Je vous dirais, là, il y a, quand on dit en anglais du gravitas, là, ouais. Il y a un poids, il y a une présence. Il joue un membre du Congrès américain et premier épisode, après l'inauguration du nouveau président, il est supposé devenir Chief of Staff, je sais pas c'est quoi en français, et il se fait bumper pour quelqu'un d'autre et il décide de faire sa vengeance j'allais dire Hollywood, à Washington, ouais. sur ceux qui l'ont empêché d'avoir son poste. Et ça dure 12-13 émissions. OK. Fantastique. Maintenant, ce même Kevin Spacey-là a fait un speech sur la télévision il y a pas très longtemps et il expliquait des choses un peu fantastiques. Premièrement, il parle du succès du modèle Netflix. Le principe classique, c'est tous les mardis soirs, de 7h à 7h30, faut que tu t'assoies, t'écoutes ton émission, puis t'attends une semaine pour avoir la suite. Oui. Ils vendent la publicité, puis ensuite tu reviens. Les émissions durent en 20 à 25 épisodes par année, et à chaque fois, ils sont renouvelés dans la dernière seconde, puis c'est pas certain. Et le problème, c'est que, par exemple, pour des émissions comme Lost, quand il faut qu'ils fassent 20-25 épisodes et qu'ils ne savent pas combien d'années ils vont avoir, c'est obligé de mettre des épisodes qui sont des fillers, des remplissages, parce que ils savent pas quand est-ce qu'ils vont terminer, ils savent pas. Fait que ça cause que les émissions de 20-25, des fois, ça peut être plate. Une autre émission que j'aime, mais de moins en moins, How I Met Your Mother, avec Neil Patrick Harris, sont à la 9e, puis eux, ils pensaient que ça durait 4 ans. Ben oui. Fait qu'ils avaient prévu l'histoire sur 4 ans. Et là, ils sont rendus à la 9e saison. Et là, ils sont obligés de mettre des remplissages parce qu'ils peuvent pas, genre, dire, hop, voilà la mer, la fin. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est que l'avantage du modèle Netflix, c'est qu'il lâche la saison au complet aux téléspectateurs, qui sont habituellement de 12-13 épisodes, qui est un peu plus anglais d'Angleterre comme méthode, et l'audience se consomme le produit comme il veut. Et il dit que la chose la plus importante, c'est de donner ce que les gens veulent. Si les gens disent « je veux écouter toute la série en une journée », qui sont-ils pour les empêcher? Écoutez vos clients, les clients veulent avoir ça. Et il expliquait une réalité que je ne connaissais pas de la télévision normale. Donc, admettons que toi, Mikey, toi puis moi, on écrit une émission de télé, puis c'est les aventures de 2 colocs qui voyagent dans le temps. Ouais. On approche une émission, on approche un réseau, on va à Fox, puis là, Fox, ils disent « Ah, ça a l'air intéressant, je veux que vous fassiez le pilote. » C'est ça. Donc, par année, il y a à peu près 115 pilotes qui sont faits. Donc, il y a 115 émissions qui sont essayés, qui ont juste un épisode qui est fait, ils font le casting, ils font l'écriture, et dans le premier épisode, il faut qu'ils mettent tout. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que tu vois, ah oui, tel personnage, il y a tel secret, tel personnage va arriver, ah oui, il y a telle situation, parce qu'il faut qu'il y en ait plus. Sur les 115, il y a 35 qui se rendent aux ondes, et sur ces 35-là, il y en a environ 13 qui sont renouvelés pour une seconde fois. Ça veut dire que il y a 300 à 400 millions qui sont jetés au vidange par année pour ces émissions-là
qui sont juste des pilotes et qui ne seront pas relevés. Lui, ce qu'il a fait, c'est que c'est Kevin Spacey, c'est un executive producer pour House of Cards. Ils se sont promenés de chaîne en chaîne. Ils ont dit, on a une émission, on aurait tant d'épisodes à faire. Et tout le monde disait, faites-nous un pilote. Puis eux voulaient pas faire un pilote parce qu'ils voulaient pas que dans le premier épisode, ils disent tout ce qui allait se passer, qu'ils présentent toutes les intrigues. Fait que l'autre, ils ont eu des offres de plusieurs chaînes de faire des pilotes et eux ont toujours refusé. Ils ont dit, non. On veut un pilote. Ils disaient, nous on veut pas. Et Netflix a fait, oui, notre recherche montre que les gens veulent ça comme émission. On vous paye 2 saisons de 13 épisodes. Donc, House of Cards, Kevin Spacey, fantastique série. Si vous aimez moindrement les drames politiques, je ne peux que le recommander, excessivement forte. Et ça a gagné plein de nominations. Là, je les énumérerai pas, mais Kevin Spacey se mérite une étoile dans mon cœur. En terminant, je dirais Netflix révolutionne le divertissement télévisuel d'une manière non seulement artistique, mais aussi économique. Donc, merci beaucoup. Puis, Laurent? Oui? Campagne pré-membership. Est-ce que t'as ta carte de membre de CKRL? J'imagine. Sinon, tu serais pas en onde en ce moment. Effectivement. Ça a lieu jusqu'au 6 septembre, chers auditeurs, chères auditrices. Si vous renouvelez votre carte de membre, vous courez la chance de gagner, dans cette période-là, un panier cadeau d'une valeur de 200$. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Eh bien, c'est des surprises, toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Donc, contactez-nous par téléphone au 88-640-2575, poste 201, ou encore par le biais du service sécurisé PayPal, qui est disponible sur notre site Internet. Allez le visiter pour nos podcasts également, qui est le www.ckrl.qc.ca. À ce moment-là, non seulement vous gagnez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 200$, mais vous soutenez la plus ancienne radio communautaire francophone au monde, ainsi que la culture locale. Ce qui n'est pas à dédaigner, on est un bastion très important de la culture à Québec. Alors, c'est ce qui termine l'émission. Effectivement, le temps se tire. Mikey, merci encore d'avoir été là en intime avec moi. Mon nom était Laurent Maheu. Vous avez écouté les Geeks contre-attaque à CKRL. Ha ha ha.